Bonjour à tous, bonjour également aux internautes qui nous suivent sur la page Facebook de l'école pour traiter d'une problématique à caractère plutôt sensible, qui est le détachement des travailleurs au sein de l'Europe, l'objectif étant de dresser un état des lieux, version protection sociale, mais aussi version droit du travail, en prévision des élections européennes de mai prochain. Alors, nous renouvelons le Parlement européen. À cette occasion, on a tous entendu parler de glyphosate, du changement d'heure, de Schengen. Mais parmi les sujets débattus, il y en a un dont on parle beaucoup, mais dont la substance nous échappe. C'est le détachement. Pourtant, l'enjeu est double. D'un côté, le détachement peut avoir un impact sur le résultat des élections, et de l'autre, l'Union européenne a senti la nécessité de faire avancer le dossier avant l'échéance électorale. Le détachement des travailleurs est un thème révélateur des tensions de la construction européenne au sein d'une union sociale et économique disparate qui risque de se traduire à deux niveaux, dans les élections d'une part et dans la capacité d'agir de l'Union d'autre part. Alors, un travailleur détaché, au sens de la directive de 1996, est un salarié envoyé par son entreprise dans un autre État membre pour y fournir un service à titre temporaire. En droit de la sécurité sociale, on entend par détachement le fait de maintenir au régime de protection sociale du pays habituel d'emploi un travailleur, salarié ou non salarié, exerçant une activité professionnelle dans un autre État membre. Le détachement est donc une exception au principe de lex loci laboris, selon lequel c'est la législation de l'État dans laquelle est effectuée l'activité professionnelle qui s'applique. Mais cette exception est devenue si importante que l'ensemble des règlements de coordination qui ont été faits depuis se sont basés sur elle. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la première directive relative au détachement date de 1996, à une époque où la communauté européenne était composée de 15 membres, avec des écarts en termes de salaire minimum allant de 1 à 3. Certains traités ont été adoptés depuis, en 2004 puis en 2007, et l'Europe est devenue une Union européenne à 28 membres, avec cette fois-ci des écarts de salaire minimum et d'avantages sociaux allant de 1 à 10. Alors du coup, en parallèle de cette construction européenne, le volume de travailleurs détachés a sensiblement croît, avec en parallèle des cas parfois publics d'abus et de fraude. Alors du coup, face à ce système de dérégulation politique, économique et sociale, l'Union européenne a voulu prendre le problème à bras-le-corps pour réformer l'ensemble de ce dispositif. Cette réforme de cadre législatif européen sur le détachement des travailleurs constitue donc un enjeu majeur, surtout que l'une des principales problématiques, c'est que ce sujet a souvent été appréhendé de façon segmentée, soit par le volet droit du travail, soit par le volet protection sociale. Et d'ailleurs, ce grief peut être opposé à l'Union européenne, mais aussi au sein de nos différents gouvernements, voire en interministériel. Donc nous allons voir dans une première partie consacrée au bilan et aux enjeux que le détachement est un principe d'exception qui a évolué depuis 1996 pour répondre à deux enjeux actuels qui ont été mis en exergue par la campagne électorale. Donc sur la philosophie et les principes, la liberté d'établissement, la libre circulation des travailleurs et la libre prestation de services sont des principes fondamentaux qui ont été consacrés pour le marché intérieur dans le traité de fonctionnement sur l'Union européenne de 1957. Le détachement doit être conforme au principe d'égalité de traitement, d'égalité de rémunération entre les travailleurs et au principe de non-discrimination fondé sur la nationalité. Alors pour que ça marche, le détachement suppose une coopération qui soit loyale entre les États membres afin de garantir l'application uniforme des règles. L'ambition de la directive de 1996, c'était vraiment d'encourager et d'inciter la libre prestation de services au sein du marché intérieur et la mobilité des actifs européens, tout en offrant des garanties sociales aux travailleurs et une concurrence équitable. Alors quels en étaient les principes ? Donc d'une part que le travailleur détaché soit payé donc au salaire minimum de l'État d'accueil, que la législation de l'État d'accueil s'applique si elle est plus favorable aux travailleurs détachés, c'est le principe de faveur en termes de congés payés, de temps de travail, sécurité au travail, et enfin que les cotisations sociales soient payées dans le pays d'origine. Donc sur le volet protection sociale et puis en application de la loi nationale du lieu de travail, quel que soit le lieu de résidence, c'est la législation de l'État dans lequel l'activité professionnelle est effectuée qui s'applique. C'est pourquoi le détachement est une exception à ce principe,
puisque le travailleur détaché donc, continue de cotiser dans son pays d'origine et continue à bénéficier du système assurantiel et notamment de son assurance maladie. Alors à ce stade, ça nous semblait important de remettre le sujet en perspective et parfois de rétablir certaines vérités. Donc sur le plan strictement statistique et au niveau européen, le volume du détachement, ce sont les chiffres du Parlement de 2017, arrêtés à 2016, ça concerne 2,3 millions d'emplois qui sont occupés par des travailleurs détachés. Pourquoi cette précision est importante? Puisque sur le plan du travail, cela ne concerne au sein de l'Union que 0,4% des postes occupés au sein de l'Union. Sur le plan strictement français, 1% des postes sont occupés par des travailleurs détachés. Donc même si ce chiffre a pu largement croître, passant de 2010 à 2016 de 38 à 538 000, là encore, ce sujet doit être mis en perspective. Petite précision autour des secteurs concernés, là encore, peu de surprises, le BTP, dont la progression a pris 43% en 6 ans. Le travail intérimaire, même si de ces deux secteurs, le chiffre commence à décroître au profit de l'industrie manufacturière, du transport routier et de la restauration. Un focus qui nous semble important, et c'est les slides qui sont derrière vous, c'est que vous ayez une présentation assez précise des pays qui contribuent à l'envoi de travailleurs détachés, mais aussi qui en reçoivent. Parce que là encore, on a peu de surprises sur les pays qui reçoivent des travailleurs détachés, puisqu'on retrouve dans le trio de tête la Belgique, la France et l'Allemagne, mais surprise puisque la France et l'Allemagne figure parmi les 4 plus gros pays qui envoient des travailleurs détachés, et c'est un élément qu'on a peu à l'esprit. Alors, avant de poursuivre, on voulait vous faire un focus rapide sur la procédure de détachement, entrant et sortant. Même si ce n'est pas le cœur de notre sujet, ça permet déjà de répondre à certaines de vos questions, et puis ça permet de mettre en lumière la diversité des outils de gestion du détachement, mais aussi leurs limites, et c'est en ça qu'on retrouve notre sujet, puisque c'est des limites qui sont débattues à la fois au niveau national, mais aussi communautaire. Donc sur les détachements entrants, l'entreprise étrangère fait une déclaration préalable de détachement à l'inspection du travail, donc à l'unité territoriale de la directe qui est concernée par la prestation de services à venir de l'entreprise étrangère. Elle le fait via un téléservice qui s'appelle CIPSI et qui est géré par la Direction générale du travail, dont les bases sont exploitées par le Centre de liaison européenne de sécurité sociale. Pour les détachements sortants, c'est la CEPAM qui délivre un formulaire A1 d'attestation de la législation applicable à l'entreprise et qui enregistre sur une base les données qui seront récupérées par le CLES, donc dans une base qui s'appelle CIRDAR. Donc concernant les limites, on peut en citer 3. On a effectivement des téléservices pour ces procédures-là, mais l'interface informatique ne permet pas de réaliser des requêtes complexes qui permettent de cibler les contrôles. Deuxièmement, les informations sont insuffisamment partagées, faute d'habilitation pour l'accès à ces bases de données. On peut citer par exemple l'Office central de lutte contre le travail illégal ou les services d'inspection de l'URSSAF qui n'ont pas accès à la base qui est gérée par la Direction générale du travail. Et enfin, à l'échelle de l'Union européenne, on ne dispose pas à ce jour d'outils européens de gestion des détachements, mais sur ce point, on pourra y revenir dans la partie perspective. À côté de ces problématiques plutôt informationnelles et de liaison communautaire, s'ajoutent des zones grises qui constituent de vraies limites à la plus-value des textes communautaires. On en dresse un certain nombre, notamment des infractions au droit du travail dans le pays d'accueil. C'est le non-respect du noyau dur, qu'on appelle communément, c'est-à-dire le socle qu'est imposé par le pays de travail. Donc on y retrouve le non-paiement des heures supplémentaires, le non-respect du salaire minimum, le non-respect des forfaits d'hébergement et de transport. On y retrouve également la politique des faux détachements. C'est des entreprises un petit peu boîte aux lettres qui s'installent dans des pays souvent d'Europe de l'Est pour envoyer des travailleurs détachés dans des pays souvent d'Europe de l'Ouest. Et puis le non-respect du versement des cotisations sociales, puisque lorsque le lieu de travail et les organismes de sécurité sociale sont d'une distance plutôt significative, les contrôles sont délicats. Du coup, on a un fort volet de dumping social, l'objectif étant pour les entreprises de réduire de façon significative le coût de travail et améliorer leur rentabilité.
Alors, la révision de la directive de 96 a été adoptée le 29 mai 2018 par le Parlement européen, à l'issue du trilogue institutionnel avec le Conseil et la Commission européenne. Alors, sur le calendrier, en fin d'année 2017, les ministres européens du travail s'étaient accordés sur la révision du texte, malgré la réticence de certains pays de l'Est qui ont plus à y perdre d'une refonte finalement. Et le Parlement et le Conseil de l'UE ont finalement statué en faveur de la position qui était défendue par la France. Donc en termes d'avancée, on peut en citer 4. Donc le principe à travail égal, rémunération égale, en tout point en Europe. La durée maximale du détachement qui a été fixée à 12 mois, pouvant aller jusqu'à 18 mois. La protection des droits et des conditions pour les travailleurs détachés par une agence d'intérim transfrontalière. Et enfin, l'affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale de l'État d'origine pendant au moins 3 mois pour pouvoir être régulièrement détaché. Donc sur le premier point, à travail égal, rémunération égale, alors effectivement, le travailleur détaché doit toujours être payé au salaire minimum de l'État d'accueil. Ça, c'était déjà prévu dans la première directive de 96, mais aussi et surtout le bonus qui est prévu en droit du travail et qui doit s'appliquer aux travailleurs détachés. Donc par exemple, c'est la prime de panier BTP, la prime de froid, de pénibilité, etc. Concernant le transport routier, il y a des règles spécifiques qui seront élaborées dans un deuxième temps et dans un autre texte. Et concernant le calendrier, la directive doit être transposée d'ici le 30 juillet 2020. Alors, pour terminer sur cette première partie consacrée au bilan et aux enjeux, et puis faire la transition avec la deuxième partie qui est consacrée aux limites et aux perspectives, on peut s'interroger sur la capacité de la réforme à répondre aux enjeux de lutte contre le dumping social et la pratique du faux détachement. Ce qui est certain, c'est que la réforme met en exergue les difficultés de l'Europe à traiter le sujet et que tous les États n'ont pas tous à y gagner. Donc, effectivement, la directive soulève un conflit ouvert entre États membres, entre d'un côté les États de l'Ouest, qui sont les plus anciens membres de la construction européenne, les États de l'Europe à 15, dans lesquels le coût du travail est plutôt élevé, et puis qui dénoncent régulièrement la concurrence déloyale de la main-d'œuvre venue des pays de l'Est. De l'autre, on a les États d'Europe centrale et orientale qui considèrent que le faible coût de leur main-d'œuvre est un avantage comparatif en économie et qui sont opposés plutôt au projet de réforme par crainte d'une entorse au principe de libre circulation des travailleurs et de la main-d'œuvre. Alors la lenteur du processus de révision atteste d'intérêts nationaux divergents qui semblent pour le moment inconciliables au sein de l'Union européenne à l'issue de 2 ans de négociations difficiles. En 2016 et suite à la proposition de réforme de la Commission européenne, 11 États membres avaient brandi un carton jaune à la Commission pour dénoncer et que le projet porte atteinte finalement au principe de subsidiarité. Donc en retour, la commissaire européenne du travail, Marianne Thyssen, avait confirmé que le projet ne portait pas atteinte au principe de subsidiarité, dans la mesure où le détachement est une question transfrontalière qui relève de fait de la compétence de l'Union européenne et non des États membres. Alors le président de la République, Emmanuel Macron, avait effectué une tournée en Europe et notamment dans les pays de l'Est pour militer en faveur de cette réforme. Il nous paraît néanmoins important de ne pas adopter une démarche et une posture qui soit dogmatique et peut-être maladroite vis-à-vis de ces pays de l'Est, dont les intérêts et les points de vue sont à prendre en compte, d'autant que le poids du détachement dans l'économie nationale de ces pays n'est pas comparable avec celui de la France. D'ailleurs, la Hongrie et la Pologne ont récemment déposé auprès de la justice européenne un recours. Le gouvernement hongrois dénonce une atteinte au principe de non-discrimination et le gouvernement polonais critique quant à lui le caractère protectionniste du texte qui va selon lui à l'encontre du principe de libre prestation et de libre circulation des travailleurs et des services. Rappelons que la Pologne est le pays qui a le plus à perdre d'une refonte du système, puisqu'on comptabilise 500 000 ressortissants
détachés dans l'Union européenne chaque année. Alors, à côté de ces outils plutôt politiques, ça nous semblait important de s'intéresser au rapport de la Cour des comptes qui dresse un petit peu un bilan des outils qui ont pu être mis à disposition des autorités pour faire une juste application des textes communautaires et donc appliquer le droit protecteur vis-à-vis des travailleurs et des assurés sociaux. Alors, comme fidèle un petit peu à son habitude, la Cour a dressé un tableau que l'on pourrait qualifier de nuancé vis-à-vis des outils de contrôle. Alors, dans les axes plutôt positifs, la Cour souligne que la PLFSS 2017 a intégré l'obligation de fournir une attestation pour les travailleurs détachés attestant de leur affiliation dans leur régime de sécurité sociale d'origine, la possibilité pour les préfets de département de suspendre un chantier dès lors qu'il y a de non-respect grave et d'atteinte aux droits français, la possibilité aussi pour la directe de suspendre certaines activités, dans la même logique, une suspension purement administrative. Dans les marges de progrès, la Cour souligne la difficulté de caractériser des infractions propres au détachement. Des chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 12 000 poursuites qui ont été engagées vis-à-vis de ces situations, 35% ont été classés sans suite. Et sur globalement les 7 700 qui restent, 5 500 ont fait l'objet d'un simple rappel à la loi. Et le reste ayant fait l'objet de poursuites, donc ce qui réduit significativement la capacité d'action en termes de sanctions judiciaires. Autre marge de progrès, dit la Cour, le problème de la détermination de la juridiction compétente. On est face à des situations où les infractions se réalisent sur plusieurs territoires, voire sur plusieurs pays. Et malgré la création de 15 juridictions interrégionales, les autorités ont une vraie difficulté pour appréhender ces sujets, d'où la difficulté et les moyens qui devront être mis en œuvre sur ces leviers pour respecter les textes communautaires. Alors, en guise de perspective, l'Europe veut aller plus loin dans la lutte contre la fraude au détachement en renforçant les échanges et la coopération entre États membres. Sur ce point, la Cour des comptes recommande l'activation de deux leviers. Le premier, c'est la prévention par la communication. Et le second, c'est le ciblage des contrôles par l'interopérabilité des outils informatiques. Sur le premier volet de la prévention, il s'agit de communiquer sur le faible intérêt de recourir aux travailleurs détachés en raison d'un faible écart entre le coût de la main-d'œuvre locale et une main-d'œuvre qui serait venue notamment des pays de l'Est. Alors, afin de mieux identifier les contournements et les abus, les échanges vont être renforcés dans le cadre de deux instances. La première, c'est la plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré. Et à venir, c'est l'autorité européenne du travail et pour l'accès à la protection sociale, donc qui est une proposition de la Commission européenne donc qui date de mars 2018. Elle devrait encourager les administrations nationales à renforcer leurs échanges, notamment en faisant des inspections conjointes et puis en permettant que les règles qui protègent et qui encadrent la mobilité et les questions transfrontalières soient plus aisément appliquées. En termes de système d'information, l'échange électronique des informations sur la sécurité sociale, donc l'ESSI, devrait être mis en place en juin 2019 et devrait concerner finalement l'utilisation de tous les régimes de sécurité sociale. Donc l'Europe va véritablement vers un outil de gestion de ces détachements, mais on peut se poser la question véritablement des informations qui seront contenues dans l'outil et quelle en sera la substance à venir. Et pour terminer sur un volet plus propre à la protection sociale, la Commission européenne, le Parlement européen ont voulu s'emparer d'un sujet là aussi protecteur vis-à-vis des ressortissants de l'Union, qui est une vraie réforme du règlement de coordination. L'objectif était donc renforcer les droits et les protéger les ressortissants communautaires. C'est un député français, Guillaume Balas, qui en novembre 2018 a rendu un rapport qui a eu vraiment le gros intérêt de ne pas avoir une approche pragmatique et en essayant de prendre en compte l'ensemble
des volontés ou en tout cas des appréhensions de l'ensemble des pays de l'Union. Alors, ce nouveau règlement, en effet, cette appréhension était source de difficultés puisque chaque État était chargé d'appliquer ses propres textes et de soumettre ses conditions d'éligibilité au régime de sécurité sociale, ce qui était source de fraude, voire de problématiques d'interprétation. L'objectif de ce rapport était notamment, avec un certain nombre de propositions, d'étendre de 3 à 6 mois l'exportabilité des droits à l'indemnisation chômage pour des ressortissants communautaires qui cherchaient du travail dans un autre pays qui est le leur, le renforcement de la législation applicable aux travailleurs, telle que l'extension de la période d'affiliation au régime de sécurité sociale, et l'amélioration du droit des transfrontaliers en leur laissant le droit d'option entre le pays où ils résident ou le pays où ils travaillent. Alors, c'était quelque chose qui était plutôt bien parti, mais on a appris, pas plus tard que ce matin, que le 29 mars dernier, donc le comité des représentants permanents de l'Union a rejeté cet accord politique provisoire. Donc la présidence roumaine de l'Union européenne et le négociateur de l'UE, donc M. Balas, doivent se réunir prochainement pour identifier de nouveaux textes, de nouvelles propositions qui seront soumises à l'accord au final. Alors, en guise de conclusion, on pourrait considérer que l'Europe a été longtemps considérée comme vecteur d'un certain libéralisme, mais d'où l'injonction presque faite à la commission Juncker de rationaliser et de recentrer un petit peu la réflexion de l'Union sur des sujets de protection sociale. Alors on voit bien que la capacité de l'Union est plutôt limitée, et en tout cas est longue, tant les intérêts à la fois des différents pays de l'Est, mais aussi de l'Est sont divergents. Autre sujet aussi de difficulté, c'est l'approche qui peut être regardée comme segmentée entre le droit du travail et des protections sociales. En tout cas, tout ce qui a été mis en place peut être regardé comme plutôt positif, même si ça va être rapidement, je pense, source de difficultés, tant les formes de travail évoluent rapidement. Donc notamment, je pense au système de coordination et informationnel. Alors, on pourrait penser à un levier évident qui est de faire converger les droits sociaux au sein de l'Union, mais nul doute que, en tout cas, ces réflexions s'enliseraient dans des débats très longs. Alors du coup, pour les ressortissants de l'Union européenne, c'est l'occasion d'interpeller les futurs candidats à l'élection européenne, pour les interpeller sur ces sujets, sur ces questions, en prévision de l'élection qui, pour mémoire, interviendra le 26 mai prochain et le 25 pour les COM et les TOM. Je vous remercie. Merci.